Bienvenue à l'échiquier international, mesdames et messieurs, bonsoir. Les pays membres de l'OTAN réunis à La Haye au rang du pain sur la planche pour tenter d'accorder leur violon en dépit de l'unité affichée et surtout de ne pas sortir de la ligne que leur a fixée implicitement Trump. Comment montrer patte blanche et aller tous en cœur pour l'augmentation du budget défense et bien sûr l'incontournable question cette année, l'agression sioniste contre l'Iran. Les faiseurs de guerre vont-ils aujourd'hui se transformer subitement et l'espace d'un moment en faiseurs de paix en proposant des solutions et éviter que ce qui est arrivé avec l'Iran et surtout avec l'entité sioniste, leur protégés, ne se reproduise. Tout de suite les développements. Mesdames et messieurs, pour commencer donc le débat de ce soir, nous avons avec nous Gamal Labina, analyste des questions internationales, avec nous depuis Paris en direct. Gamal, bonsoir. Bonsoir, il n'y a pas un très bon retour son, mais je vous entends un petit peu. Merci d'être avec nous. Et puis, bien entendu, nous rejoindra Violette Daguerre, défenseuse des droits de l'homme, dans un petit moment depuis le Liban. Pour commencer, Gamal Labina, alors, pour comprendre ou essayer de comprendre, en tous les cas, ce qui se passe aujourd'hui en Iran, après avoir donc... si vous voulez, annoncer le cessez-le-feu qui a été jusqu'à l'heure donc respecté, mais ça reste quand même une trêve précaire, très fragile, d'autant plus que les grands de ce monde ou les puissants de ce monde sont réunis à La Haye pour donc le sommet de l'OTAN où sera discutée justement la question iranienne. Est-ce qu'on peut espérer du nouveau, par exemple ? Est-ce qu'on peut espérer ? Je n'ai pas entendu la fin exactement, mais en substance, je crois avoir compris. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a plusieurs antagonismes qui sont révélés avec l'agression sioniste sur l'Iran, qui est une agression successive d'autres agressions, Liban, Syrie, Yémen, j'en passe des meilleurs, Palestine, Gaza évidemment, et la Cisjordanie. Donc là, il y avait un vent de folie qui s'était emparé de l'État sioniste, qui a cru pouvoir écraser par les bombes toutes les résistances. Ils se rendent compte aujourd'hui que ça va être compliqué, voire impossible. Ils se rendent compte que même au bout d'un an et demi, ils n'ont pas réussi à venir à bout de la résistance des résistants gazaouis, pour être très clair, donc de tous les Palestiniens. Et surtout, ils se rendent bien compte que leur dôme sécuritaire de fer, soi-disant, ce système de sécurité qui semblait soi-disant inviolable, encore une fois, de la propagande grossière. Ça rappelle un petit peu Star Wars dans les années 80 où les Russes faisaient croire, pas les Américains faisaient croire aux Russes qu'ils avaient la possibilité d'intercepter les missiles en haute atmosphère. Bien là, c'est pareil. Ils ont fait croire qu'ils étaient absolument inattaquables, mais l'Iran a su répondre après l'agression de façon très stratégique en envoyant d'abord des missiles de basse qualité, des drones pour saturer la défense et après bombarder massivement le territoire et frapper durement là où les sionistes avaient frappé aussi les Palestiniens. Donc aujourd'hui, le rapport de force a changé. Les États-Unis sont au fait de ce qui se passe. Ils savent très bien que l'Iran est une puissance industrielle qui maîtrise à la fois l'aviation, qui maîtrise le nucléaire, qui maîtrise évidemment les satellites, puisqu'ils ont leur propre lanceur, qui maîtrise la balistique, les missiles longue portée, qui maîtrisent les missiles hypersoniques. Maintenant, c'est avéré. Il y a 4 puissances dans le monde qui maîtrisent. L'Iran fait partie. Et surtout, qu'ils sont déterminés, qu'ils iront jusqu'au bout. Donc, les Américains se sont rendus compte en faisant cette frappe symbolique sur le nucléaire iranien qu'il fallait que ça s'arrête, clairement, parce que ça commençait à ne plus être gérable, parce qu'il y avait un risque de conflagration. Et les sionistes se sont rendus compte que les Américains les lâchaient. Donc, il y a une colère actuelle entre Netanyahou, évidemment, et Trump qui lui reprochent de violer le cessez-le-feu. Il y a une colère, évidemment, sur la base de l'État sioniste et surtout il y a une colère en général dans la région. Les gens en ont assez de voir ce petit Hitler du Moyen-Orient attaquer tout le monde. Je parle de Netanyahou, évidemment. Oui, alors très bien, Gamal. Alors, quand même, on va un petit peu aller vers du côté de l'OTAN, de ce qui s'y passe en ce moment, mais également du côté de Trump. Trump a espéré, avant d'aller donc vers rejoindre, si vous voulez, le groupe ou le sommet de l'OTAN, il a dit que il espérait que ce sommet soit une réussite, lui-même qui a ordonné donc des frappes sur l'Iran la veille. Alors, comment peut-on finalement être en même temps faiseur de guerre et ensuite se prétendre être un faiseur de paix, puisque ces pays sont réunis alors qu'ils ont cautionné cette frappe de l'entité sioniste, la qualifiant de self-défense, que le droit d'Israël à se défendre. Et de l'autre côté, on va plancher sur ce qui s'apparente être à une solution justement à cette crise et à cette agression contre l'Iran.
Alors Trump est quelqu'un qui ne masque même pas son jeu, je veux dire, depuis le début, que ce soit son premier mandat ou aujourd'hui, il a toujours eu des velléités de vouloir marquer l'histoire. Et il l'a marqué évidemment de façon assez particulière. Mais Trump s'inscrit dans une logique de se dire je veux être le président de la paix. On ne peut pas lui reprocher cette volonté, même si elle se fait de façon très maladroite. Hein. Il avait déjà commencé les accords d'Abraham où il a tout fait pour que les pays arabes signent, enfin les pays arabes qui en réalité sont des pays qui ont capitulé, signent la paix avec l'État sioniste. Puis ensuite, il a tout fait pour se rapprocher de la Corée du Nord. C'est quand même le premier président américain à aller voir le dirigeant nord-coréen, ce qui est quand même inattendu, alors qu'une semaine auparavant, il menaçait de l'atomiser à la bombe atomique. Trump a écrit un livre qui s'appelle The Art of Deal, où il explique que pour avoir un résultat probant, il faut demander beaucoup, énormément, pour baisser sa prétention et obtenir ce qu'on veut. Donc c'est une méthode de négociation qui est très trumpiste. Là, par exemple, quand il attaque l'Iran et quand il va bombarder des sites dont il sait parfaitement qu'ils ont été évacués, il le fait à la fois pour satisfaire vaguement Netanyahou, pour lui faire croire qu'il a fait un geste, et le fait surtout pour montrer qu'on doit arrêter. Il dit, voilà, j'ai fait un coup de pression, je vous demande d'arrêter. Mais Trump est très au fait des réalités. Il a des conseillers, malgré tout, qui lui disent, si vous tapez le nucléaire iranien, vous allez accélérer l'obtention de la bombe. Parce qu'il faut finir la bombe atomique en Iran, ne pas l'obtenir, c'est tuer tout le système. Pas seulement le système mécanique, mais aussi tous les cerveaux. Et les cerveaux, il y en a des centaines, des milliers. Donc Trump en a conscience. Trump sait qu'il faut faire un coup de pression, il l'a fait, et en même temps, il satisfait les deux parties quelque part. Il a reçu une attaque quand même, c'est assez extraordinaire, des Iraniens qui ont frappé la base Hodeida au Qatar, et pour autant, 2 missiles sont passés. Hein. Pour autant, il n'a pas répondu par la guerre, parce qu'il s'inscrit dans une logique de faiseur de paix. D'ailleurs, il a réussi à obtenir un accord de paix entre eux, quand même, c'est pas rien, le Nord Kivu, donc entre la RDC et le Rwanda, ce qui était inattendu. 20 ans de guerre, et là, il a obtenu, semble-t-il, une tentative de paix. Donc, il est dans une démarche de dire, je veux être le prix Nobel, je veux être le président qui fait les choses que les autres n'ont pas fait, je vais dans l'excès, mais n'oublions jamais que ce faiseur de paix, comme il voudrait être, a tout de même une fois frappé l'Iran quand il a fait son premier mandat. Les gens l'ont oublié. Il a envoyé un drone invisible en Iran, enfin indétectable. Le drone a été abattu et il a immédiatement limogé Bolton. Donc c'est quelqu'un qui tente des coups, qui essaie d'avoir au forceps des résultats et qui, dans cette façon un petit peu de la Trumpiste violente de s'exprimer, parfois obtient des résultats intéressants. Là, ce qui est plus difficile, c'est qu'on a des antagonismes violents. Je veux dire, les sionistes détestent les Iraniens qui les détestent aussi. On a un massacre de masse qui a été perpétré. On parle de génocide parce qu'aujourd'hui, c'est, semble-t-il, complètement confirmé. Il y a même des chiffres qui commencent à faire froid dans le dos, qui sont sortis de la part des renseignements. Il y aurait 377 000 Palestiniens qui seraient manquants à l'appel. Donc ça veut dire qu'il y a quasiment presque, on dirait, un cinquième de la population qui a été liquidée. Tout ça, Trump le sait. Il a donc besoin de résultats importants, de résultats significatifs, sachant en plus qu'il sait que Netanyahou est sur le départ bientôt, pour obtenir de sa part une victoire vraiment qui irait au-delà de ce qu'avait fait de ce qu'avait fait Carter dans les années 70. Alors, nous rejoint Violette Daguerre. Violette Daguerre, bonsoir. Vous êtes quand même... oui, vous êtes défenseuse ou vous êtes déjà présidente donc du comité de droits de l'homme. Vous avez toujours milité dans ce sens. Violette Daguerre, dites-nous alors, puisqu'il y a le sommet de l'OTAN aujourd'hui et que tous les pays sont réunis pour essayer d'examiner, pour ne pas dire pour voter justement, comment faire ou aller vers une augmentation du budget défense, sachant pertinemment que implicitement, ou même si vous voulez dire clairement, Trump avait dit qu'aujourd'hui qu'il veut la paix, eh ben, il faut payer. Et finalement, on va aller vers cette augmentation pour montrer, pour ne pas dire que nous allons payer quand même une sorte de contribution à Trump. Finalement, ces pays qui sont aujourd'hui en train d'essayer de montrer excusez-moi du terme, patte blanche à Trump, sont-ils réellement en mesure aujourd'hui d'être des fournisseurs de paix pour ce qui se passe entre l'Iran et l'entité sioniste? Je me demande si ce n'est pas arrangé à l'avance. Vous m'entendez bien, je pense. Est-ce que c'est arrangé à l'avance? Il y a des gens qui travaillent, disons, dans les coulisses pour faciliter tous ces changements qui devaient être quand même faits d'une manière ou d'une autre dans le Moyen-Orient, le Proche-Orient, et qu'il fallait faciliter. Et on sait qu'il y a un conflit ou des problèmes, en tout cas, des tiraillements entre le lobby trumpiste et le lobby mondialiste. Donc, est-ce que ce lobby des mondialistes est arrivé à un point qu'il faut maintenant régler le problème à Israël parce que ça ne peut plus continuer
à soutirer leur argent et à nuire à leur intérêt dans la région parce que Israël voulait quand même travailler pour elle, et Netanyahou surtout. Alors, est-ce que c'est depuis quelque temps négocié avec les dirigeants de la région qu'il doit y avoir une nouvelle carte géographique dans cette région et il faut la collaboration, mais c'est-à-dire sous-entendu, vous facilitez des choses et nous, on va aussi vous donner d'autres choses pour qu'il y ait un changement de la situation, qu'il y ait un État palestinien, ce que vous demandez. Et cet État palestinien, tant qu'il n'existe pas, on ne peut pas continuer à vivre dans cette région avec tous les soubresauts et les problèmes qu'on a vécus jusqu'à maintenant depuis cette décennie. Donc, il y a comme une mise en scène, et je suis d'accord avec votre invité en quelque sorte, il y a comme une mise en scène qui a été faite. Alors, est-ce que l'OTAN est aussi dans le coup ou est-ce qu'il faut l'amadouer aussi pour obtenir ce qu'il y en a à obtenir? De toute façon, l'OTAN n'est pas libre dans ses agissements. L'OTAN, il est soumis à ce lobby mondialiste et il fait ce qu'on demande. On ne peut pas dire que l'Amérique, les États-Unis, ils marchent tous dans le même, disons, la même marche. Il y a des tiraillements, mais est-ce que je ne suis pas dans les secrets de Dieu pour savoir si maintenant ils s'entendent, disons, implicitement, secrètement sur la manière de régler cette situation du Proche-Orient, ou est-ce qu'il va y avoir encore un forceps pour qu'on puisse tirer le nouveau-né. Le nouveau-né, ça sera beaucoup de changements dans la région, et il me semble que cette région va vers l'apaisement. Après avoir réglé la situation d'Israël en se débarrassant de Netanyahou et des têtes brûlées qui sont dans ce pays, et on sait qu'elle n'a plus les potentiels qu'elle avait avant et elle ne peut plus rester comme elle était. Donc, il y a des changements qui vont se faire dans les mois qui viennent. Et après, petit à petit, bien sûr, ici, peut-être dans nos pays arabes, peut-être qu'il y aura une sorte d'union, il y aura des frontières ouvertes les uns sur les autres. Il y a des changements, ça s'appelle la paix économique. Est-ce que cette paix économique, maintenant, ça y est, maintenant on est dedans, on a commencé vraiment à mettre les bases avec cette théâtralisation de cette attaque, de cette agression américaine ou israélienne, on peut se douter de ça. Oui. Très bien, Violette Daguerre, je crois que l'essentiel dans ce que vous avez dit est peut-être que ce nouveau-né sera un changement. Alors, de quelle manière sera le changement? On peut aisément deviner, mais on peut également être surpris. Gamal Abina, sincèrement aujourd'hui, quelles seraient les véritables raisons derrière cet appel au cessez-le-feu de Trump? Parce qu'on l'a vu quand même, Trump au départ avait pris une sorte d'allure, je dirais, où il donnait des ordres. Il faut arrêter. Il y a 2 jours de guerre, il faut arrêter. Bien sûr, ça n'a pas été respecté tout de suite par l'antité-sioniste qui a encore frappé. Et puis donc une petite riposte du côté de l'Iran. Mais maintenant, nous sommes quand même dans une sorte de respect de ce cessez-le-feu. Alors j'allais dire, quelles sont les raisons aujourd'hui? Est-ce que réellement c'est un souci de paix de la part de Trump? Est-ce que finalement il n'est pas donc face au mur et c'est un aveu d'échec masqué? L'échec est consommé du côté sioniste. Hein. Ils ont vendu un mythe de l'invincibilité, c'est fini. Ils sont en difficulté. Ils ont été, depuis 80 ans, ça n'est jamais arrivé, frappés en leur cœur dans les zones les plus sécurisées, jusqu'au siège du Mossad, jusqu'à l'Institut Weizmann, 10 ans de recherche perdue quand même. Donc les sionistes ont perdu la guerre. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils se targuaient de gagner les guerres aux frontières en général, à l'extérieur, sans aucun problème chez eux. C'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas de risque. Enfin, chez eux, en terre occupée pour être précis. Aujourd'hui, ils ont montré qu'ils étaient faillibles, que leur ciel ne servait à rien, qu'on ne pouvait pas le stopper, que les missiles passaient comme ils voulaient, en vérité, les hypersoniques, qu'ils n'avaient même pas eux-mêmes d'hypersoniques. Rappelons quand même que l'État sioniste n'a pas de missiles hypersoniques. Ils ont été débordés par une technologie supérieure à la leur, et surtout, ils ont montré leur fragilité. C'est-à-dire qu'à l'époque,
occuper le haut plateau du Golan, ça avait un sens stratégique. On occupait le haut de la région, on pouvait dominer, voir ce qui se passait, on voyait les armées arriver. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de déplacer un char ou un avion. Vous frappez à distance, si vous avez 100 000 missiles, vous pouvez tous les passer. Et ça, c'est une véritable peur. Donc Trump, lui, voit une forme de, pas d'humiliation, parce que ça reste quand même la première puissance, mais une forme de désaveu vis-à-vis de son allié naturel, entre guillemets, son allié traditionnel, qui est Netanyahou. Et en même temps, il n'aime pas Netanyahou. Il n'a même pas fait mystère de cela, puisqu'une fois, il a refusé de lui serrer la main. Il voit que c'est un menteur pathologique, c'est un dogmatique, c'est un type raciste en plus, prétentieux, arrogant, qui a perdu la guerre. Il faut être très clair. Je veux dire, que les Palestiniens n'aient pas réussi à les vaincre au bout de 18 mois, ou que les Iraniens aient frappé au cœur de toutes ces capitales, enfin toutes ces villes les plus importantes, de Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem, en passant par Eilat, tout a été frappé. Donc, on voit des destructions très importantes qui sont masquées, mais elles existent. Et donc là, sans parler du nombre de morts qui sous-estiment, évidemment, en pleine période de guerre, c'est la propagande. Donc là, aujourd'hui, Trump veut prendre la balle au bon. Il est en train de dire à Israël, si vous jouez la carte du pourrissement, il y aura des conséquences pour vous. On vous a prévenu, n'attaquez pas l'Iran, vous l'avez fait. Ne violez pas le cessez-le-feu, vous l'avez fait. La conséquence, c'est qu'ils ne seront plus alimentés en système de défense, qui est déjà défaillant. Et l'autre conséquence, elle serait financière. Il faut se rappeler que, par exemple, en 1994, lorsque Shamir refuse de négocier avec les Arabes et avec les Palestiniens, James Baker lui dit, si tu ne négocies pas, nous te coupons les vivres. Donc les moyens puissants qu'ont les États-Unis, indépendamment de ces lobbies, AIPAC et autres, qui sont juste finalement que des gens qui chuchotent à l'oreille des dirigeants. Celui qui dirige réellement, celui qui a la paix au bout du fusil ou au bout du stylo, s'appelle Trump. C'est l'homme le plus fort, c'est l'homme qui a toutes les cartes entre les mains. Il fait pression sur les Arabes comme il fait pression sur les sionistes. Il ne fait pas pression sur l'Iran parce qu'il sait que l'Iran a des alliés puissants, mais il n'en demeure pas moins qu'il a peur de voir une dégradation de la situation. Parce qu'aujourd'hui, l'Iran, si elle s'engage dans une guerre d'usure, elle va la gagner. Il n'y a aucune chance de défaite. Déjà aujourd'hui, elle a gagné la guerre stratégique, il faut être très clair. Stratégiquement, l'Iran a écrasé Israël. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Ce n'est pas les quelques bombes lancées par leurs avions criminels qui feront la différence. Aujourd'hui, l'Iran a gagné la guerre. Ils ont abattu 6 avions, il me semble, F-35, qui étaient censés ne jamais être abattables, et surtout, ils ont frappé au cœur du pouvoir sioniste. Ils ont quand même touché des institutions importantes, comme le ministère de l'Intérieur. Ils ont frappé tout un tas d'installations militaires, d'installations évidemment énergétiques. Donc, ils ont frappé un pays qui est très petit en vérité, mais qui dépend essentiellement de ces installations qui ont besoin, pour le faire vivre artificiellement, de façon criante, de ces peu d'installations. Le reste, c'est de l'alimentation occidentale. Israël n'est pas un territoire qui est viable économiquement, on le sait. Il est alimenté artificiellement par l'Occident. Ça reste le porte-avions de l'Occident dans la région. Trump en a conscience. Il ne veut pas perdre ce dernier appui qu'il a dans la région, appui sérieux, je veux dire, au niveau de la population des dirigeants. Il a déjà perdu, les États-Unis ont perdu l'Iran à l'époque. Il ne veut pas une nouvelle défaite stratégique en perdant cet appui essentiel qui garantit effectivement que les Américains puissent toujours être présents dans la région. Violette Daguerre, j'aimerais revenir avec vous justement sur cette attaque sur le Qatar. Alors, beaucoup disent que c'est une attaque contre le Qatar, mais ce n'est pas tout à fait ça, puisque c'est sur des bases américaines. Est-ce que vous pensez que cette ligne ou cette attaque est une ligne rouge qui a été franchie, ou est-ce que c'est une aubaine toute trouvée pour les États-Unis pour essayer encore, si vous voulez, d'aller fructifier leur contrat d'armes, puisqu'ils ont prouvé par cette frappe iranienne que finalement les pays du Golfe ont réellement besoin de l'aide américaine et de la protection américaine. C'est une arme à double tranchant. C'est très probable, mais à mon avis, comme l'Iran était à côté de Qatar quand elle a eu des problèmes avec l'Arabie Saoudite, et comme il y a des relations quand même qui ne sont pas si mal que ça, et comme ils ont été avertis avant ce qui s'est passé, donc c'était une mise en scène théâtrale, si vous voulez, pour la sortie de ces combats, quoi, de cette guerre, si on peut l'appeler guerre, et fermer la page. Je pense que, bon, ils peuvent dire ce qu'ils pensent dans les médias, mais je pense que entre eux, ils savent très bien que les choses ont été bien planifiées, et je pense que non, ça ne va pas laisser des séquelles sur les relations. Au contraire, ils vont être peut-être même dans la main pour faire encore ouvrir des chantiers dans la région pour la construction. Je pense que tout le monde maintenant est bien occupé par comment pouvoir exploiter les richesses de cette région, et pourquoi l'Américain qui est Trump ne va pas, lui et pas les Européens ou autres, ou bien sûr les Russes ou les Chinois,
mettre la main sur ces potentialités dans la région. Donc, je pense que les choses se font dans ce sens-là. Et comme les pays du Golfe ont l'habitude de travailler avec les Américains, et comme ils vont ouvrir le champ pour des collaborations encore plus tard, donc c'est l'argent qui importe pour l'instant, c'est l'économie américaine qui est mal dans sa peau et qui demande qu'on trouve des ressources, de l'argent pour injecter dans ses veines. Et c'est le moyen de faire maintenant avec les pays arabes et en réglant ce problème des Palestiniens, parce qu'ils ont imposé que le problème palestinien doit être réglé. Et à mon avis, peut-être qu'ils sont dans le coup aussi, le lobby des mondialistes. S'ils ne sont pas dans le coup, c'est qu'ils vont perdre, parce que ils ont envahi, disons, toute la scène pendant 30 ans, ils ont bien gagné de l'argent sur le dos de tout le monde. Il est temps qu'ils s'écrasent un tout petit peu ou qu'ils laissent, disons, à d'autres aussi pour pouvoir exploiter. Et parce que c'est maintenant les entreprises, les relations commerciales qui vont prévaloir. Très bien. Et c'est pas la domination, mais plutôt des arrangements par des accords. Et c'est comme ça que ces entreprises vont arriver dans la région. Merci beaucoup Violette Daguerre, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente du Comité arabe des droits de l'homme. Était avec nous également Gamal Abina, analyste des questions internationales. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.